Vidéo 100% polar, mais le polar c'est large et on va parler de cozy mystery, on va parler de polar nordique un peu sombre, on va parler de polar historique et scientifique, on va parler de roman policier classique, tout ça en une vidéo, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouvel épisode de podcast et nous allons parler de plein de livres trop chouettes, ça va être bien. Que des livres que j'ai beaucoup aimés en fait, beaucoup de tomes de séries sauf un, one shot, mais bon. Agatha Christie, hein, c'est souvent des one-shots. Mais sinon, nous allons avoir un tome 3 avec le Bureau des affaires occultes d'Éric Foissier. Un autre tome 3 en côté Cozy Mystery avec Les Dames de Marlowe de Robert Sorogood. Un tome 7. Selfie de Jussi Adler-Olsen. Un tome 2 avec Les cafards de John Esbo et ses couvertures trop belles. Voilà. Et puis bien sûr, le petit Agatha Christie que je vous ai montré au début. Et on commence avec la nuit qui finit pas d'Agatha Christie, ici dans la version livre de poche. Franchement, cette couverture, elle intrigue. Ah. Alors, Agatha Christie, très particulier, vraiment très particulier sur beaucoup de choses en fait. Pas beaucoup de personnages, beaucoup de dialogues, narrateur à la première personne qui nous parle en fait, enfin voilà, et beaucoup de rythme, ce qui n'est quand même pas la caractéristique première des Agatha Christie. Ce livre a été publié en 1967 et ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment cette histoire de narrateur qui s'adresse totalement à nous. Ce qui rend l'histoire très dynamique parce que même si, alors il y a beaucoup de dialogues, hein, mais même sur les moments où il n'y a pas de dialogue. En fait, il y a beaucoup de dialogue, mais pas forcément au début. Donc, on passe par des phases uniquement de narration. Et comme le narrateur écrit à la première personne et s'adresse à nous, eh bien, on en oublie qu'on n'a pas de dialogue. Et en fait, ça dynamise beaucoup la lecture. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. On suit cette histoire, on suit l'histoire de Michael qui est très attiré par une propriété qui s'appelle l'arpent du... Enfin, qui est surnommée l'arpent du gitan. Il y a des choses qui paraissent un peu obscures, un peu bizarres autour de cette demeure particulière. Et puis, on va suivre la vie de Michael. Voilà, on va avancer, on va apprendre à le connaître. Et puis, on va le voir évoluer. Et puis, lui-même va faire sa vie, en fait, quelque part, etc., etc. Voilà. Alors, je ne peux pas vous en dire plus. On suit l'histoire. Vraiment, la quatrième, elle est très light, hein, vraiment très light. On suit l'histoire, on se laisse porter par Agatha Christie. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on doit penser de l'arpent du gitan, on ne sait pas ce qu'on doit penser des personnages qu'on va rencontrer. Michael va rencontrer plusieurs personnages, etc. Comme je vous dis, peu de personnages. Bon, à un moment donné, il rencontre quelqu'un et on a toute la famille de cette personne avec l'oncle machin, etc. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui sont mentionnées, mais en fait, on les revoit peu. On n'a pas en fait 50 000 personnages qui sont assez présents. Non, en fait, dans les personnages importants qui sont présents, on les compte sur les doigts d'une main. Et le reste, ils sont mentionnés une fois de temps en temps, mais voilà, c'est vraiment pas comme les Agatha Christie habituelles où on a des meurtres en huis clos. Ok, on a un nombre de personnages fini, mais parfois c'est une dizaine. Et Agatha Christie, ce qu'elle aime bien, c'est nous présenter les 10 personnages sur une page. Tang! Et voilà, un paragraphe, un personnage, un paragraphe, un personnage. Et là, il y a de quoi se mélanger un peu les pinceaux, il y a de quoi s'y perdre un petit peu. Mais là, c'est pas le cas. Je ne peux pas vous dire s'il y a un meurtre ou pas, parce que ça, je vous laisse la surprise. Mais en tout cas, quand on lit l'histoire, on ne sait pas. Justement, on se dit c'est un Agatha Christie. On va forcément à un moment avoir un meurtre. Enfin, sinon, ce ne serait pas un Agatha Christie. Va forcément y se passer quelque chose, va forcément y avoir des choses. Enfin, ça ne peut pas être qu'une histoire comme ça. C'est quoi? Ce livre, c'est quoi? Eh bien, maintenant que je l'ai terminé, j'aurais tendance à dire que ce livre, c'est un thriller. Et j'hésite après. Est-ce qu'on parle d'un thriller domestique? Est-ce qu'on parle d'un thriller psychologique? Est-ce que le terme thriller est vraiment une bonne idée? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on est plutôt sur un thriller.
domestique, psychologique, un petit peu les deux. De toute façon, les deux vont... Est-ce qu'on peut se dire qu'un thriller domestique, c'est forcément un thriller psychologique? Et on arrive petit à petit à la fin du livre, il se passe des choses, hein. Je vous dis, on ne sait pas où l'autrice nous mène, mais il se passe des choses, c'est pas du tout un livre plat. Et on arrive à un dénouement, à des choses qui se passent. J'avais trouvé tout ça, parce que si c'était pas ça, si le dénouement n'était pas celui auquel je pensais, le livre n'avait pas d'intérêt. Donc voilà. Mais c'était très bien, c'était très bon. J'ai peut-être trouvé le dénouement parce que les thrillers psychologiques, maintenant, ça se fait beaucoup plus que certainement à l'époque. Mais j'imagine que ce livre, sorti en 1967, devait être extrêmement moderne. Donc, je vous le conseille. C'est pas le meilleur Agatha Christie, c'est pas pour ça que j'aime l'autrice. Mais il était vraiment bien. Il était vraiment bien, avec un bon rythme et tout ça. Donc, voilà, je trouve qu'il est moderne. Bon rythme, mais pas autant qu'ils étaient 10. Ils étaient 10 pour moi, on est sur un thriller avec un rythme incroyable pour l'avoir relu il n'y a pas si longtemps que ça. On se retrouve avec on jongle de personnage en personnage, parfois sur des paragraphes avec une peur en fait, hein, pour chacun. Donc on est quand même pas jusque là, mais là on est sur un thriller psychologique qui est moins le cas de ils étaient 10, enfin ouais non, c'est moins le cas. Et en même temps, on voit quand même dans l'évolution de l'écriture d'Agatha Christie que de plus en plus, elle a été sur ce côté développement psychologique, etc., de ses personnages, etc. Donc, en fait, être là quelques années avant sa mort sur un thriller psychologique, c'est pas surprenant vu l'évolution de son écriture. Voilà, donc je vous le conseille, il change, il se lit vite, il se lit très bien, et je suis contente de l'avoir découvert. Je passe maintenant à un tome 2 de la série de l'inspecteur Harry Hole, Les cafards de John Nesbo chez Folio. Alors, bah, si je le mets comme ça, c'est bon, vous voyez bien la couverture. En fait, ce qui est très drôle, c'est que elle est magnifique, cette couverture. De toute façon, elles sont magnifiques, ces couvertures, avec comme ça un côté vraiment brillant et tout. Et en fait, on est très très attiré. Enfin, moi, je passe mon temps à bouger pour bien voir le nom de l'auteur, le titre du livre et tout. On en oublie le reste, en fait. On en oublie le reste. Alors, deuxième rencontre pour moi avec Harry Hole. Et je savais pas. C'est le livre qui soit me faisait partir vers ok, j'adhère, on continue, c'est très bien, on continue. Soit j'allais vers ok, cette série a du succès, mais assez noir quand même. Voilà. En fait, autrement dit, est-ce qu'on était sur un effet un peu Arnaldur Indridason ou pas? Parce que Arnaldur Indridason, alors auteur islandais, alors que là on est en Norvège, mais il écrit quand même des choses très noires, avec des personnages sombres, avec des personnages aux vies sombres en fait. Et son personnage principal, il est quand même, il a une vie quand même compliquée. Et il y a beaucoup de noirceur et tout ça, peut-être un petit peu trop pour moi. Je vais pas dire que ces livres me cassent le moral, mais en tout cas, ils me donnent pas le moral, ça c'est sûr. Et je savais pas ce qu'il allait en être en fait. Est-ce que on a découvert dans le premier tome qui s'appelle L'homme chauve-souris, on a découvert Harry Hole en 3 parties. Dans le premier tome, on a une partie où on se dit oh Harry Hole il a l'air sympa, mais qu'est-ce qu'il est en retrait. Deuxième partie, on découvre la partie sombre de ce personnage et on se dit ah bah c'est sombre et j'espérais pas aller jusque là. Et puis troisième partie qui se rééquilibre entre les deux. J'aimais bien cette troisième partie. Donc, est-ce que j'allais retrouver le Harry Hole de la première partie du tome 1, de la deuxième partie du tome 1 ou de la troisième partie du tome 1? Et j'ai retrouvé le Harry Hole de la troisième partie du tome 1. Donc ça me va totalement. En fait, dans cette série de polars norvégiens, on voyage. Tome 1 de ce polar norvégien, nous sommes partis en Australie. Donc j'ai découvert l'Australie grâce à un polar norvégien. Tome 2 de ce polar norvégien, j'ai découvert la Thaïlande. C'est génial. Ils n'ont pas de chance, les ambassadeurs de Norvège. Hein, voilà. Et donc là, effectivement, on a l'ambassadeur de Norvège qui est retrouvé mort. Et il est retrouvé mort dans un bordel. Donc,
donc dans un bordel à Bangkok, hein, en Thaïlande. Alors, justement, mes craintes, eh bien, eh ben justement, comme on avait découvert un côté sombre de Harry Hole qui vraiment a franchi beaucoup de limites dans la deuxième partie du tome 1, là on se retrouve à Taïwan, bordel, etc., etc. Je craignais, vraiment, je craignais cette partie-là parce que moi, sexe, drogue, rock'n'roll, là, c'est ce que je n'aime pas dans les polars. Et je ne voyais pas comment l'auteur pouvait faire autrement avec son personnage qui, justement, est parti dans ça, dans une partie du tome 1, et en Thaïlande, où on se retrouve avec ces sujets-là, quoi. Je voyais pas comment on pouvait... comment l'auteur pouvait sortir de ce truc, et ce truc, c'est ce que j'aime pas dans les polars. Et il a réussi. Il a réussi, il a réussi. Les sujets étaient présents, c'est annoncé dans la 4e de couverture, il nous ment pas. Mais ça ne reste que du contexte en fait. Et donc on va pas voir tout ça en détail, on va pas aller sur du malsain, on va pas nous dire à quel point telle ou telle substance est géniale, enfin comme on peut trouver dans certains livres. Et, voilà, on va pas nous encourager à aller vers toutes ces choses de folie. Non, pas du tout. Donc il était très bien et j'ai apprécié que l'auteur arrive à nous parler de la Thaïlande, de ces sujets, sans en faire 3 tonnes, sans... Non, enfin, c'était très bien traité. Harry Hole, ouais, ok, il a des côtés sombres. Ouais, ok, il n'est pas toujours clean, il a des petits soucis avec l'alcool. Ok, on le sait. Mais encore une fois, c'est fait... c'est fait tout en sobriété. Non, mais c'est bien traité, en fait. Il n'en ajoute pas 3 tonnes, c'est pas de la surenchère et tout. Non, non, et un peu comme si c'était traité en retenue en fait, enfin j'apprécie, j'ai vraiment apprécié. Peut-être que c'est le côté nordique et en même temps il y a justement des auteurs de polar nordique qui n'hésitent pas dans la noirceur, bon bref. Voilà, donc vraiment je l'ai presque, enfin c'est comme si j'avais énormément apprécié ce tome parce que j'avais des craintes et ça a été. Et donc, notre Harry Hole, oui, il a un côté sombre, gna gna gna, mais en fait, voilà, on a mis tout ça à plat dans le tome 1. Maintenant, on part avec cet inspecteur, qui a des qualités, qui a des défauts, mais en tout cas, il a la tête sur les épaules, il est assez lucide. Et en fait, oui, il a un passé difficile, vraiment difficile, mais je trouve pas ce livre pessimiste. Je sors pas de ce livre en me disant... Oh, je me suis pris une dose de négativité, j'en peux plus. Enfin, ça arrive quand on a un personnage principal qui râle, qui est un peu désabusé et tout. Enfin, à force de lire comme ça, tout le temps, un personnage qui a un peu cet état d'esprit, des fois, de mon côté, enfin, je veux pas dire que je vais partir en dépression à cause de lui, mais c'est pas très agréable en fait. Là, c'est pas le cas, voilà. On a mis les choses sur la table, on connaît Harry Hole, mais c'est pas pour ça que il va être sombre sur tout, c'est pas pour ça qu'il va être désagréable quand on va parler avec lui, et il est pas non plus tout le temps joyeux, mais il est plutôt neutre en fait. Voilà. Il est totalement lucide sur ce qu'il vit, sur sa... Enfin, sur tout. Et sur ses capacités aussi à résoudre l'enquête. Et voilà. Et ce sont de bonnes enquêtes parce qu'on a des retournements de situation. Et j'apprécie parce qu'on suit vraiment Harry Hole dans l'enquête. On le suit vraiment dans justement ses raisonnements, dans comment il avance. Et c'est pas toujours le cas. Donc dans les policiers. Donc voilà. C'était les cafards. Et j'ai très hâte de continuer. Et je sais que je vais continuer. Puisque j'ai donc Isabelle Lecture m'a offert Rue sans souci et l'Étoile du Diable. Et Rouge-Gorge, je crois que je l'ai mis dans mon calendrier de l'Avent. Là en fait on voit
toutes les couvertures. Franchement, si on a des soucis sur l'ordre de cette série, il n'y a pas de problème. Parce que là, derrière, c'est écrit. Les enquêtes de l'inspecteur Harry Hole, on a tous les titres dans l'ordre. Et puis en plus de ça, ici, on a l'ordre. Et c'est écrit Harry Hole 1, Harry Hole 2, Harry Hole 3, jusqu'au Harry Hole 12, qui s'appelle Le Couteau. Avec les couvertures, alors, on n'a aucune excuse. On est obligé de bien s'y retrouver dans cette série pour pouvoir les lire dans l'ordre. Et c'est bien de les lire dans l'ordre. Dans la famille, c'est bien de lire les tomes dans l'ordre. Jussi Adler-Olsen, Selfie. Voilà, on est sur un bon petit tome qui m'a été offert par Isabelle Lecture. J'ai mis un petit peu de temps pour le lire. C'est une série de livres que j'ai découverte cet été, que j'ai découverte fin juillet, début août, à Milan. Je ne sais plus quel jour, nous étions à Milan. J'ai découvert cette série à Milan avec le tome 1, Miséricorde, que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, c'était un... après, quand on est revenu de Milan, j'avais une semaine de vacances encore et j'ai dû caser 1 ou 2 tomes dans cette semaine-là. Sinon, c'était un peu mon petit plaisir du dimanche ou du samedi midi jusqu'au dimanche soir. Parce que je commençais à prendre cette habitude de lire un tome en une fois et d'un coup en fait et pas morcelé en 50 petits bouts et tout ça et enfin donc voilà. Puis après la difficulté a été de trouver des dimanches, des week-ends où je pouvais réussir à caser cette série et puis j'avais moins envie de lire ça que d'autres livres, donc il a un petit peu traîné. Si je me trompe pas, j'ai dû lire les 6 premiers tomes entre fin juillet et début septembre. Genre, on va dire début août et mi-septembre, quoi, sur cette partie-là. Et puis ensuite, j'ai repris ce tome 7, mi-novembre. J'avais envie, voilà, c'était le moment, j'avais envie de le lire. Et je vais pas dire que je vais attendre 2 mois à chaque fois, mais franchement, cette petite pause m'a fait énormément de bien parce que j'ai trouvé ce tome génialissime. Oui, il y a certainement des choses liées à l'histoire, oui, il y a forcément des choses liées à cette série, parce qu'elle est très bien cette série. Mais je pense aussi que le fait de ne pas avoir enchaîné, de ne pas avoir forcé mon planning pour le mettre et de l'avoir sorti quand il fallait, c'était très bien. Voilà, ça s'est bien goupillé, c'était le bon moment. C'était le bon moment. Et j'ai envie de vous dire que pour un livre de 760 pages, trouver le bon moment de lecture, c'est bien. C'est bien qu'on ne s'ennuie pas pendant 760 pages, hein. Alors, Selfie, tome 7. Tome 7, on retrouve nos personnages, donc Karl Mörk principalement, notre inspecteur, voilà, qui va mener son enquête, qui a toujours son équipe et tout. Mais ce tome est très riche. Alors, dans tous les tomes de Jussi Adler-Olsen, la construction est un peu identique. C'est-à-dire que on suit en parallèle Karl Mörk et son équipe qui sont en train d'enquêter. Donc une affaire et tout ça, puis qui essayent d'avancer. Et en parallèle, on a des personnages qui sont totalement en lien avec le drame qui s'est passé. Ça peut très bien être carrément le meurtrier qu'on va suivre et tout ça. Et puis on suit les 2 histoires en parallèle jusqu'à ce que les 2 se rencontrent et que Karl Mörk se rende compte que le personnage qu'on suit depuis le début, c'est lui le meurtrier. Alors malgré ça, on peut quand même avoir des retournements de situation, pas dans tous les tomes, mais dans certains, où en fait on est tellement habitué à suivre le meurtrier qu'on se dit ok c'est le meurtrier, puis en fait on se rend compte que pas tout à fait. Ou alors on suit le personnage depuis quelques années, puis on voit évoluer, puis on voit son entourage et c'est pas clair tout de suite pour nous que c'est lui le meurtrier, mais en tout cas on se doute que c'est dans l'entourage ou le personnage lui-même. Là, Jussi Adler-Olsen il va plus loin parce que ouais ok on suit Karl Mörk, on suit son équipe, oui ok il y a toujours des petits bouts de la vie privée de Karl Mörk, d'accord, ouais mais en plus de ça il va y avoir un des personnages de l'équipe qui va vraiment avoir une place importante. Donc là on est sur la partie enquête, on a la vie privée de Karl Mörk, on a l'un des personnages de l'équipe de Karl Mörk qui a vraiment des soucis, etc. Voilà, donc ça c'est une partie. De l'autre côté, on va suivre plusieurs personnages, 2 notamment, même si ces 2 histoires vont se lier très vite. Et justement, on va avoir plusieurs meurtriers. Et donc, qui a commis quel crime? Parce qu'en fait, quand on voit un crime à un moment donné, on se dit, oui, ok, d'accord, on sait, d'accord, mais quel est le personnage qui a commis ce crime? Parce que franchement, ça pourrait être les 2.
Donc voilà, du coup c'est assez, c'est hyper riche, c'est hyper riche. Enfin, vous voyez toute la partie avec Karl Merck, tout ce qu'on a, et puis toute cette seconde partie, tout ce qu'on peut avoir et tout, c'est vraiment très très riche. Et donc dans cette histoire où plein de petites histoires vont s'entremêler et tout ça, on a toujours Karl Merck qui est hyper attachant, et on a toujours ces petites notes d'humour avec notamment son assistant Assad. C'est vraiment un régal. Et on sait qu'il y a des secrets. On sait qu'il y a des secrets autour d'Assad. On sait qu'il y a des secrets autour de Karl Merck. On le sait, on le comprend et tout. Là, il n'y a pas grand-chose qui nous est dévoilé. Je crois que c'est dans le tome précédent où on commençait à entrevoir et on se dit « Oh, il va pas tarder à nous dévoiler des choses. » Mais là, il nous a pas dévoilé de trucs. Mais bon, même s'il y a un autre personnage où on en sait énormément plus sur ce personnage, etc. Hein, certes, donc tout a été misé sur un autre personnage, mais on a quand même... Enfin, ça vient ajouter... Enfin, il y a des comportements d'Assad, notamment, qui viennent encore plus nous dire, il y a un truc, il nous cache quelque chose, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Voilà. Donc, toujours écrit de façon extrêmement bien, livre extrêmement étoffé, riche, enfin, voilà, c'est une excellente série danoise. Je ne peux que vous la conseiller, donc oui, les tomes, ils sont importants. Selon votre rythme de lecture, ça vous prendra un certain temps. Moi, comme je dis, je casse ça plutôt des dimanches où je suis plutôt disponible pour la lecture, de façon à lire mon tome assez vite et à pas le faire traîner sur trop de temps. Donc, 1-2 jours, voilà, ça me va bien parce que j'ai commencé cette série avec ce rythme-là et j'avais très envie de continuer comme ça. Après, voilà, ça pourrait très bien être un livre qu'on fait durer sur une semaine. Mais je sais que sur les précédents tomes, j'étais à 60 pages par heure à peu près. Là, j'étais à 90, 100 pages par heure. Donc je sais pas si c'était le fait de retrouver les personnages ou l'histoire qui était très prenante, mais ou le fait que j'étais vraiment disponible pour cette lecture-là, prête, je ne sais pas, mais ça m'a fait vraiment bizarre parce que en partant dans ce livre, quand je pars dans un livre, j'aime bien savoir à peu près pour combien de temps je vais en avoir, pour savoir si c'est vraiment judicieux ou pas de prendre ce livre. C'est-à-dire que quand je l'ai pris le samedi soir, j'ai estimé à peu près quand est-ce que je le finirais, parce que si je voyais que ça passait pas sur le dimanche, c'était pas la peine en fait, c'était pas la peine. Et je l'ai pris, j'ai fait une estimation, ça passait sur le dimanche, et en fait c'est largement passé parce que je l'ai fini dans l'après-midi, bien plus tôt que ce que je pensais. Voilà, donc je vous le conseille totalement. Selfie de Jussi Adler-Olsen, mais ce sont des tomes à lire dans l'ordre, et là on était, comme je vous le disais, sur le tome 7. Après ces polars nordiques et le petit Agatha Christie, on passe à du Cozy Mystery avec les Dames de Marlowe. Il s'agit du 3e tome de cette série écrite par Robert Sorogood et sortie chez La Martinière. C'est une excellente série de Cozy Mystery qui est un peu atypique. Comme beaucoup de séries de Cozy Mystery, hein, chaque Cozy Mystery a un petit peu sa marque de fabrique, sa particularité. En l'occurrence, ici, on est sur un très bon Cozy Mystery, très bon cosy. On a du thé. Bon, il y a du thé et du whisky, mais il y a du thé, il y a du mystère, il y a une enquête, il y a un côté vraiment cosy et tout, donc ça, ok. Et très bon côté mystery, parce que en fait, Robert Sorogood n'a pas du tout laissé de côté la partie roman policier. Beaucoup de Cozy Mystery laissent la partie roman policier un peu de côté, hein, en se disant... Ok, c'est pas grave, le tout c'est d'être bien cosy, et puis le côté mystery, on met un meurtre, le coupable est plus ou moins évident, et voilà. Donc il n'y a pas trop d'intérêt sur la partie policière, on n'est pas sur un excellent dénouement, c'est pas ce que j'attends en tout cas, voilà. Là, il va gratter vraiment la partie roman policier, et donc il va se rapprocher des romans policiers classiques, de la base du genre du roman policier. Donc quand je pense base du genre du roman policier, forcément il y a une partie Agatha Christie, mais même il y a par exemple le mystère de la chambre jaune, et voilà. Et quelque chose que Robert Sorogood aime bien, c'est la partie mystère en chambre close en fait. Ce côté où il y a un meurtre qui est commis, sauf qu'en fait c'est dans une pièce qui était fermée, où personne ne pouvait entrer,
toutes les fermetures ont eu lieu par l'extérieur et pas par l'intérieur. Sauf que on a l'impression que c'est quand même pas un suicide, c'est plutôt un meurtre. Comment ça a pu se passer? Et ça, c'est vraiment la base du genre, le classique, vraiment et en fait, il va l'explorer et voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il va trouver des choses, enfin, il va vraiment gratter sur le côté roman policier et j'aime bien parce que c'est pour ça que ça en fait un très bon Cozy Mystery, parce qu'en fait, il ne laisse aucun des mots Cozy Mystery, il laisse aucun des mots de côté. Il travaille beaucoup sur les deux. Même si j'aime bien quand dans les Cozy Mystery, on a bien 90% du cozy qui soit vachement bien travaillé et puis 10% pour le mystery. Ouais, j'aime bien parce que voilà, je cherche quelque chose de léger et tout. Si je cherche un super bon roman policier, je vais pas aller sur du Cozy Mystery. Mais avec Robert Sorogood, franchement, on est pas mal. On retrouve nos personnages avec notamment en tête Judith Potts, mais nous avons aussi, je reprends les noms parce que j'ai cliqué, Bex Starling et Suzy Harris. Super belle couverture. À l'intérieur, nous avons un plan et puis nous avons un petit rappel des personnages. Donc Judith, Bex et puis Suzy. Chapitre vraiment police de caractère super belle, en tête de chapitre super bien. Et il y a aussi autre chose puisque Judith Potts est cruciverbiste, donc elle écrit des mots croisés. Et donc on a 3 grilles de mots croisés. Faut que je vous retrouve ça. 3 grilles de mots croisés dans ce livre, dans les précédents aussi. Ça va. J'ai pas fini, mais j'en ai fait plus que d'habitude. Alors, on a des définitions, soit basiques, universelles, soit totalement en lien avec les pages qu'on a lues. Mais parfois, les définitions... bon, là, par exemple, j'espère que je l'ai mis, ça, oui. Le nom de famille de Bex, ok, facile. Et puis, si on ne sait plus, on va regarder au début du livre, donc ça va. En revanche, on a des choses... Bon, fils de Bex, ok, mais on en parle avant. Qu'est-ce qu'on a Une carte aimantée à celui de Sophia. Marie l'était de Geoffrey depuis l'enfance. L'un porte le nom de Higginson. Suzy les balades. Ça, je l'ai mis quand même. Oui, c'est bon. Sophia apparaît ainsi à Suzy. Le ton de Suzy l'est quand on parle de podcast. Bon, bah voilà, il y en a qui sont un peu difficiles quand même. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Alors, en général, je fais le 1, le premier, le 1. Je fais la première grille de mots croisés de façon beaucoup plus... je passe plus de temps à faire la première grille de mots croisés. Je vais plus la remplir que les grilles, la deuxième grille de mots croisés et un peu moins la troisième grille parce que plus ça avance et plus je suis aussi prise dans l'histoire et j'ai hâte de continuer mon livre. Mais c'est excellent, hein, vraiment, c'est une super bonne idée. Et puis, il y a les solutions à la fin aussi. Voilà, donc on va vraiment suivre nos personnages, elles vont enquêter, elles vont observer, on va suivre leur raisonnement. Judith, 79 ans, c'est un personnage qui est explosif, vraiment elle est extra, elle a des petites habitudes. De toute façon, quand vous lisez le tome 1, vous faites connaissance avec Judith Potts dans les premières pages. Quand j'ai lu ces pages-là, j'étais dans une salle d'attente d'un kiné et c'était génial. Quand j'ai découvert Judith Potts, j'étais un peu scotchée. Voilà, donc vraiment très très chouette. Et donc là, bon, on va avoir un nouveau meurtre et pas n'importe lequel puisque c'est carrément le maire de la ville qui meurt empoisonné. Et je termine avec le 3e tome du Bureau des Affaires Occultes qui s'appelle Les Nuits de la Peur Bleue d'Éric Foissier chez Albin Michel. C'est une série de folie parce qu'on est sur une série de polars historiques et scientifiques. On est en 1832, sur une période historique un petit peu
stable, on va dire, qui favorise les meurtres un peu bizarres. Et Éric Foissy en profite pour pouvoir justement mettre quelques meurtres assez particuliers. On a le personnage de Valentin Verne qui s'occupe de ce bureau des affaires occultes. Il a une petite équipe, mais là, cet inspecteur est vraiment extrêmement intéressant parce que, en fait, oui, ok, il est inspecteur, oui, ok, il est dans la police, mais il a un goût très prononcé pour les sciences. Et on se retrouve du coup avec un enquêteur qui a une rigueur scientifique qui est importante dans une enquête. Et en plus, il va gratter sur des découvertes scientifiques de l'époque qui l'intéressent, qu'il comprend et qui lui permettent parfois de résoudre les enquêtes. Donc c'est assez atypique tout ça. Un polar historique scientifique, c'est extrêmement atypique. Éric Foissy est un auteur extrêmement intéressant, extrêmement passionnant par les sciences, par la biologie notamment, et aussi qui aime l'histoire, et ça se ressent totalement. On est sur des livres qui sont vraiment travaillés, qui ont demandé de la recherche. Je suis admirative de ça parce que ce sont vraiment une série qui n'a pas été écrite à la va-vite, ou c'est pas n'importe quoi, des faits pris comme ci, comme ça. Non, non, tout est étudié, tout est recherché, tout est documenté. Et parfois, il choisit de parler de certaines découvertes scientifiques, soit avec un petit décalage par rapport à l'époque dans laquelle on est, ou des fois totalement, et tout ça, il nous le détaille à la fin. Il nous explique que, en fait, cette partie, elle est tout à fait plausible, puisqu'il y a eu la découverte de machin, voilà. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant, en fait. Si vous avez l'occasion de rencontrer Éric Foissy, allez-y, allez-y. C'est un auteur qui est extrêmement sympathique, en plus d'être vraiment cultivé, passionné, passionnant et expert sur beaucoup de sujets. C'est hyper intéressant d'échanger avec lui. Vraiment, ça ajoute beaucoup à l'expérience de lecture. Là, on est sur le 3e tome. C'est peut-être celui que j'ai un petit peu moins apprécié. Le premier, il était excellent et j'avais été scotchée par cette découverte. J'en revenais pas. Un polar scientifique, historique, et en plus dans la partie scientifique, il y a les maths, il y a toutes les sciences, y compris les maths. Pour moi, c'était dingue. Parce que souvent, quand on parle des sciences comme ça, dans des polars, c'est tout sauf les maths en fait. Sauf qu'il ne faut pas oublier que les maths, c'est souvent la base de ce qui a permis de faire des découvertes de biologie, de physique ou de les comprendre. Bon, bref. Mais là, ça m'avait vraiment... c'était d'une richesse incroyable. J'avais été scotchée, bluffée par ce livre. Lorsque j'ai lu le tome 2, je l'ai beaucoup aimé. J'avais plus la découverte, mais je l'avais trouvé peut-être meilleur que le premier. Donc, du coup, c'était difficile à départager parce que le premier, il était bon, et très bon, mais il y avait toute cette partie découverte. Le deuxième, je l'ai trouvé meilleur, mais il n'y avait plus la découverte. J'y allais et je savais à quoi m'attendre. Là, dans ce tome 3, je l'ai trouvé peut-être un petit peu moins bon que le tome 2. Il y a un peu moins de maths aussi. Pas faire que des maths, et puis Éric Foissy n'est pas non plus, c'est pas son domaine de prédilection, il n'est pas enseignant en maths, quoi, c'est pas cette spécialité là, cette matière là qu'il enseigne et pour lesquelles il fait de la recherche. Mais quoi qu'il en soit, je vous conseille de découvrir cette série si vous ne l'avez pas fait. Elle est totalement accessible. Le succès de cette série, moi, m'a assez surprise parce que voilà, quand on parle des sciences, les gens aiment bien dire qu'ils n'aiment pas les maths et que qu'est-ce que c'est nul les sciences et tout. Parfois parce qu'ils ne comprennent pas. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est surprenant du coup. Enfin là, on me dit, tiens, un polar scientifique historique qui a autant de succès... Voilà, donc si vous ne connaissez pas, allez-y, je ne peux que vous conseiller cette série. Les premiers tomes sont en poche, là c'est le dernier tome qui est sorti cette année. Et voilà, vraiment moi j'apprends beaucoup de choses et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les choix de l'auteur en fait. D'utiliser comme ça les découvertes scientifiques pour faire avancer. Et puis il y a toujours des petites choses. Dans ce tome-là, je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, on a un peu une similitude avec le Covid. On va avoir,
là c'est ce qu'on appelle la peur bleue, une épidémie de choléra, et on va avoir eh bien des décisions prises, et puis la science à côté et compagnie. Et j'ai relevé pas mal de citations par rapport à tout ça. On distingue bien la politique des sciences. Faut accepter qu'on ne sache pas encore, mais en même temps il faut prendre des décisions. Donc les décisions paraissent pas forcément logiques, et en même temps, bah, elles sont basées sur rien puisque la science n'a pas encore eu le temps d'avancer. Enfin, voilà, tout ça c'était intéressant, et puis toujours des petits clins d'œil sur la rigueur scientifique, la rigueur scientifique, la rigueur scientifique, ce que ça apporte. Quelque part, ce qu'on aurait s'il n'y avait pas cette rigueur scientifique dans le cadre de cette enquête, grâce à Valentin Verne et tout. Voilà, donc tout ça, forcément, moi, ça me parle, et c'est dit sans tabou, sans avoir peur de le dire. Et voilà, moi j'ai rien d'autre à vous dire, mais c'est parce que je me répéterai pendant des heures et des heures, mais voilà, moi c'est une série qui me fait beaucoup de bien, qui replace les choses pour moi, et qui mérite totalement son succès. C'était donc L'ennemi de la peur bleue. Et je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu l'un de ces livres, ou si vous avez lu l'un des tomes, des séries dont j'ai parlé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes au milieu d'une série et vous vous dites « Ah, j'ai peut-être pas envie de continuer », ou au contraire, si vous êtes bien plus loin que moi dans la série de Jo Nesbø, par exemple, si vous êtes à jour dans les Jussi Adler-Olsen, enfin, voilà, c'est soit vous n'êtes pas aussi à jour que moi, soit au contraire, vous l'êtes davantage, mais n'hésitez pas à me dire si vous êtes dans ces séries-là, si vous les avez lues. Et puis, bah écoutez, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures.